Le journal de la Méditerranée fait sa rentrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Suivez-moi, nous allons ensemble faire le tour de l'actualité du bassin méditerranéen. Une actualité parfois douloureuse. Nous recueillerons ainsi le témoignage d'une jeune femme yézidite de 19 ans. Pendant 3 mois, Jinan a été l'esclave du groupe État islamique. Un calvaire relaté dans un livre, une vraie leçon de courage et de dignité. Nous rejoindrons ensuite l'Égypte qui a inauguré cet été un nouveau canal de Suez, un projet pharaonique qui permet aujourd'hui de doubler le trafic maritime. Nous revivrons ces travaux hors normes et replongerons dans l'histoire de ce canal. Puis nous embarquerons à bord d'un paquebot de croisière. Le secteur connaît un succès grandissant. Les ports européens se livrent une vraie guerre pour attirer ces bateaux et leurs voyageurs. Enquête dans ce magazine. Mais avant de revenir plus largement sur ces titres, arrêtons-nous sur l'image qui a bouleversé le monde entier. Un cliché qui a provoqué une onde de choc au point de modifier la perception que chacun d'entre nous peut avoir d'une crise humanitaire de grande ampleur. Cette image, c'est celle d'Aylan, un petit garçon syrien de 3 ans retrouvé sur une plage turque après s'être noyé en tentant avec sa famille de rejoindre l'Europe. Ce cliché insoutenable a changé la donne et contraint les pays européens à mettre entre parenthèses leur défiance envers les migrants. Cette image restera à jamais l'illustration la plus criante de la pire crise migratoire que l'Europe ait connue depuis 1945. Le point avec Sophie Granel et Emmanuel Font. Une véritable marée humaine. Sur la petite île de Lesbos en Grèce, des milliers de réfugiés en majorité syriens et irakiens se massent sur le port dans l'espoir d'embarquer à bord d'un ferry à destination d'Athènes. Les autorités sont dépassées, les habitants excédés. Il faut comprendre, nous avons 1000 migrants par jour qui arrivent sur notre île. Ça fait fuir les touristes. La Grèce donc, mais aussi l'Italie et la Hongrie sont aujourd'hui en première ligne face à l'afflux des migrants. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui estime à près de 500 000 le nombre de réfugiés arrivés en Europe depuis le début de l'année, en appelle à la solidarité des pays membres. Des quotas d'accueil ont été mis en place selon des critères très précis. Plus un pays est riche, plus un pays est grand, plus de personnes elle peut recevoir. Mais évidemment, on prend en compte aussi l'effort qui a déjà été entrepris par un pays, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont déjà présentes, ainsi que le taux de chômage de ce pays. Suivant ce dispositif, la France s'est engagée à accueillir 24 000 migrants. Ajoutés aux 6 000 demandeurs d'asile déjà dans notre pays, ce sont au total 30 000 réfugiés qui devraient être accueillis d'ici 2 ans. C'est le devoir de la France. La France où le droit d'asile fait partie intégrante de son âme, de sa chair. C'est l'histoire qui appelle cette responsabilité et cette humanité. Bienvenue en France. Voilà. Depuis mercredi, les premiers migrants en provenance d'Allemagne commencent à arriver en France. Une dizaine de centres d'hébergement d'urgence ont été mis en place en région parisienne. Ils accueilleront les demandeurs d'asile pendant quelques semaines avant leur répartition dans les villes qui se sont portées volontaires pour l'accueil de ces populations naufragées. L'exode accéléré de la population syrienne replace le conflit au cœur des préoccupations. Une question alors, comment vaincre les terroristes de l'État islamique ? La France a annoncé le début des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie en prélude à d'éventuelles frappes. Ces missions ordonnées par François Hollande visent à obtenir des renseignements sur le groupe terroriste Daesh. Des terroristes qui continuent à sévir. Ces derniers jours, ils s'en sont pris au site antique de Palmyre. C'est l'un des derniers faits d'armes du groupe État islamique. Sur ces images de propagande, les djihadistes disposent soigneusement des explosifs tout autour du temple de Balchamin à Palmyre, avant de le pulvériser. Quelques jours plus tard, grâce à ces images satellites, on découvre qu'un autre joyau de Palmyre, le temple de Bel, que l'on voit ici avant l'explosion, a lui aussi été dynamité. Il n'en reste plus rien. Un trésor de l'humanité parti en fumée, le message est très clair. Les djihadistes gardent entier leur pouvoir de nuisance. Où en est le groupe État islamique, plus d'1 an après le début des opérations militaires de la coalition? Voici les zones contrôlées par le groupe État islamique en août 2014, entre l'Irak et la Syrie. 1 an plus tard, leur territoire s'est encore étendu, principalement en Syrie. Par ailleurs,
D'après les renseignements américains, le groupe État islamique aurait perdu 10 000 combattants depuis un an, mais en aurait recruté tout autant. Ses forces humaines s'élèveraient toujours à 30 000 hommes. Que fait exactement la coalition? Cette vaste alliance de 60 pays procède pour l'essentiel par des frappes aériennes. En tout, depuis le début des opérations militaires, la coalition a réalisé 6 550 frappes. Une majorité est américaine, un peu plus de 200 sont françaises. Certes, quelques villes symboles, comme Kobané en Syrie ou encore Tikrit en Irak, ont pu être sauvées. Mais si le résultat est si maigre, c'est aussi que les forces alliées sur le terrain, combattants kurdes, armées irakiennes ou encore milices chiites, ont bien du mal à être efficaces. Et c'est dans ce contexte que François Hollande a encouragé Jinan à porter le message du soutien de la France aux Kurdes irakiens. Vous le voyez derrière moi, cette jeune femme de 19 ans, yazidi, une minorité kurdophone considérée comme hérétique par Daesh, a été l'esclave du groupe extrémiste. 3 mois en enfer, retracé dans un livre. L'une de nos équipes l'a rencontré. Un témoignage, vous allez le voir, digne et émouvant. Elle est la seule à témoigner aujourd'hui, sans se cacher. À 19 ans, Jinan veut que le monde entier sache ce que réservent les djihadistes aux jeunes filles comme elle. Tout commence il y a un an, le 3 août 2014. Les djihadistes encerclent son village. Elle et sa famille s'enfuient dans la montagne comme des centaines d'autres yazidis, un peuple persécuté par le groupe État islamique. Mais très vite, ils sont capturés. Sur cette route, on a croisé 4 voitures de Daesh armées de mitrailleuses. Ils nous ont tiré dessus, puis ils nous ont arrêtés. Nous étions une 50aine de voitures de familles yazidis. Les femmes sont alors séparées des hommes. Jinan est conduite dans une prison. Elle découvre alors qu'elles sont des centaines captives comme elle, toutes terrorisées par leur geôlier. Leur apparence faisait peur. Ils avaient de longues barbes. Ils insultaient notre religion et proféraient beaucoup d'injures contre nous. Ils étaient très violents. Un jour, Jinan est emmenée dans un bus avec d'autres jeunes filles pour Mossoul, l'un des fiefs du groupe État islamique. On a vu des Saoudiens arriver. Ils ont choisi les plus belles filles. Ils les ont achetées et les ont amenées avec eux. Vous avez peur? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Je me suis sentie humiliée, comme une bête dans un marché au bétail, comme un produit dans un supermarché. Ma vie ne valait rien. Jinan est achetée par 2 Irakiens. Les 2 djihadistes l'échangent contre 10 000 dinars, c'est-à-dire $8. Elle se retrouve alors enfermée dans une grande maison avec 5 autres jeunes filles. Rapidement, leur journée tourne au calvaire. Ils nous frappaient et nous faisaient subir tout ce que l'on peut imaginer. Si une fille refusait un ordre, ils la violaient. Nous avons subi beaucoup de malheurs. Notre situation était terrible. Ils nous torturaient et nous obligeaient à lire le Coran, à faire la prière. On devait préparer à manger pour 20 à 30 personnes. On devait aussi nettoyer toute la maison. Si on refusait, ils nous frappaient avec des chaînes en plein soleil. Ils tuaient des rats et les mettaient dans une carafe d'eau qu'ils nous obligeaient à boire. Ils nous menaçaient aussi avec de l'électricité. Une nuit, les 6 prisonnières s'échappent. Elles marchent 5 heures, pieds nus, et réussissent à rejoindre les combattants de leur camp. Elles sont enfin sauves. Impossible pourtant d'oublier les autres femmes restées aux mains des djihadistes. Il faut une force, une protection internationale capable de combattre Daesh pour les libérer. Aujourd'hui, Jinan a retrouvé sa famille, mais son combat ne fait que commencer. Elle est devenue l'une des nombreuses voix qui implorent l'action de la communauté internationale contre le groupe État islamique. Un témoignage bouleversant à découvrir dans ce livre intitulé « Esclaves de Daesh » paru aux éditions Fayard. Un témoignage à retrouver également sur notre page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. L'actualité du bassin méditerranéen, c'est aussi le nouveau canal de Suez en Égypte. Ce chantier titanesque de 10 milliards d'euros n'a duré qu'un an. Le canal a été agrandi sur 35 km, permettant aux navires marchands de se croiser et ainsi de doubler le trafic. L'ensemble, inauguré cet été, pourrait bien impacter le commerce maritime mondial. Visite d'un chantier hors norme. Le nouveau canal de Suez.
Un projet à 10 milliards d'euros. 35 km de tranchées, parallèles à l'ancienne voie. Jusqu'alors, cette portion du canal était à sens unique, obligeant les bateaux à passer à tour de rôle dans un sens, puis dans l'autre. Avec ce nouveau projet, les navires marchands peuvent désormais circuler dans les deux sens. Un gain de temps considérable pour tous ces monstres marins qui chaque jour transitent par ces eaux. Ce responsable du canal de Suez se frotte les mains. Nous espérons doubler le trafic sur le canal. Avant 2023, nous allons devoir autoriser pas moins de 97 bateaux à passer, et ce, tous les jours. Et aujourd'hui, vous en avez combien? Aujourd'hui, nous en avons 50 en moyenne. À 180 000 € en moyenne le passage d'un porte-conteneur, les attentes en termes de profit sont colossales. Le canal a rapporté 5 milliards d'euros en 2014. En 2023, les Égyptiens en attendent près de 12 milliards. C'est la première source de revenus du pays depuis 60 ans et une décision historique du président de l'époque, Gamal Abdel Nasser. Devant une foule en délire comme à chacune de ses apparitions publiques, Nasser a prononcé la nationalisation du... En 1956, Nasser nationalise le canal, jusqu'alors détenu par la France et la Grande-Bretagne. 60 ans plus tard, la même fièvre patriotique est exaltée dans ses vidéos promotionnelles. En quelques semaines, les Égyptiens se sont rués vers les banques pour investir leurs économies dans ce nouveau projet, permettant de le financer à 80%. Ce l'ombre tableau, mais de taille. Sur la rive orientale du nouveau canal se trouve le Sinaï, là même où l'armée égyptienne mène une guerre sans relâche au groupe État islamique, à seulement 170 km de là. Des barrages absolument partout, une sécurité ultra renforcée. L'autorité du canal de Suez est gérée directement par l'armée, avec à sa tête l'amiral Moab Mamiche, un des plus hauts gradés égyptiens. Assurément aussi, l'un des mieux protégés. Une fouille minutieuse obligatoire avant de rencontrer l'un des hommes les plus puissants du pays. S'il ne nie pas l'existence d'une menace, il tient à rassurer quant à la sécurité autour du canal de Suez. L'Égypte connaît une période difficile depuis la Révolution. Mais notez bien une chose, le canal de Suez n'a jamais cessé de fonctionner, pas une seconde, pas une fois. Il n'y a donc aucun risque qu'il arrive quoi que ce soit ici ? Aucune chance. L'armée égyptienne a bien l'intention de garder la main sur son canal de Suez, plus que jamais sa mine d'or, ce trésor national égyptien. Oui, un trésor national égyptien inauguré en 1869. La construction de ce canal reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge a été rendue possible grâce au lien entre la France et l'Égypte à l'époque. Nous avons voulu aujourd'hui revenir sur l'origine de cette voie maritime, de Port Saïd à Suez. C'est un reportage d'Anne-Charline Lambard et Marie-Pierre de Gors. Dans le désert d'Égypte, certains ont cru à un mirage, un projet irréalisable. Rapprochés Orient et Occident, les pharaons le font pourtant 2000 ans avant Jésus-Christ. Un canal relie alors la mer Rouge au Nil. Les épices, les soies, y transitent jusqu'à la fin de l'Empire romain. Tombé dans l'oubli, ensablé, il faudra attendre Napoléon Bonaparte en campagne en Égypte pour remettre le projet de canal sur le devant de la scène. Ces ingénieurs concluent un écart de plusieurs mètres entre les deux mers. Le projet est abandonné. Ferdinand de Lesseps, lui, conserve l'idée. Vice-consul de France en Égypte, il saisit sa chance à l'arrivée sur le trône de son ami, le Khedive Saïd. Et Saïd Pacha, lui, avait une ambition, c'est son indépendance par rapport à l'Empire ottoman. Et pour lui, il y arriverait en internationalisant l'Égypte et en faisant ce canal. Et il a trouvé l'homme qu'il lui fallait, qui était son ancien précepteur. Ferdinand de Lesseps, l'ancien précepteur du roi, obtient une concession de 99 ans. Il assume la construction via la Compagnie universelle de Suez et l'Égypte fournit, elle, le terrain et la main-d'œuvre. Pour financer sa compagnie, de Lesseps fait un tour d'Europe pour exposer son projet et convaincre d'acheter des actions. Mais seuls les Français répondent présents. 84 000 actions ne sont pas souscrites. À ce moment-là, c'est l'amitié qui a joué. Parce que Saïd Pacha a accepté
de financer les 44% des actions manquantes pour que la compagnie universelle puisse démarrer. Les premiers coups de pelle sont donnés en avril 1859. Un chantier réalisé à la force des hommes et des chameaux. Pour creuser les 160 km qui séparent mer Rouge et Méditerranée, Ferdinand de Lesseps fait dévier l'eau du Nil vers le milieu du futur canal. Il alimente ainsi en eau des cavités naturelles des lacs asséchés. Ne reste alors que 80 km à creuser des deux côtés. Une avancée rendue rapide grâce aux premières machines à vapeur. Après 10 ans de travaux, le canal de Suez devient réalité. Les eaux de la Méditerranée rencontrent celles de la mer Rouge. Avec sa volonté de faire, Ferdinand de Lesseps écarte les continents. Ça a donné des moyens financiers à l'Égypte et une respectabilité internationale. Le Khedive, qui n'est connu de personne à cette époque-là, invite l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse, l'empereur des Français, et le monde entier en parle, les journaux en parlent. 15 jours avant, personne ne savait qui il était. Coup politique fabuleux, l'Égypte s'offre ainsi l'élément fondamental de son indépendance. Pour inaugurer le canal, le roi commande même un opéra à Verdi. Ce sera Aïda, une œuvre à la mesure de ce chantier pharaonique. Et puisque nous sommes en Égypte, voyons ensemble cette autre histoire absolument incroyable, celle de ces trésors retrouvés sous les eaux du delta du Nil dans les deux villes disparues de Canopée et Héracléon. Des sculptures restées intactes et qui permettent aujourd'hui de reconstituer la mystérieuse histoire du dieu Osiris vénéré par les Égyptiens. Une histoire reconstituée pour la première fois en France à l'Institut du monde arabe. Pascal Sorgue et Laure Bignales sont nos guides. Un parfum de mystère entoure les statues, les reliques, les colosses qui viennent d'arriver à Paris. Elles ne sont jamais sorties d'Égypte et depuis 15 siècles, elles étaient cachées à peine 7 mètres de profondeur dans les eaux de la Méditerranée. Franck Gaudiou se souviendra longtemps de ce matin d'octobre 2001. Lors de l'une de ses plongées, il découvre dans la vase une statue. Un colosse en granit rose dans un état de conservation extraordinaire. Une sculpture de 5,40 mètres. L'une des plus grandes jamais trouvées en Égypte. Quand on découvre cette statue du dieu de l'inondation du Nil, comme ça, sous l'eau, c'est très fort. D'abord, on ne comprend pas très bien ce que l'on voit, parce que la visibilité est très faible et on voit que des petits fragments de la statue. Et puis, peu à peu, on assemble ces fragments et on voit cette effigie colossale, puissante. C'est absolument magique sous l'eau. Mais pourquoi ces vestiges sont-ils sous l'eau à 7 km de la côte égyptienne? Parce que la ville de Canopée fut engloutie par un raz-de-marée en 840 après Jésus-Christ. Et pourquoi autant de trésors sur ce site? Parce qu'ici était célébré Osiris, ce dieu au destin tragique, tué par son frère, ressuscité par sa sœur, c'est le dieu des dieux. Canopée est le lieu de pèlerinage en son honneur. À ce jour, ce sont 15 000 pièces qui ont été découvertes, des objets datant de 2000 à 2500 ans, tous dédiés à Osiris. Mais on estime que seulement 5% de ce trésor a été découvert. Il resterait 300 000 pièces au fond de la Méditerranée. Ainsi, sous l'eau existe un véritable sanctuaire préservé des pilleurs. On peut comparer cela à Pompéi engloutie. Une exposition à voir jusqu'à la fin du mois de janvier à l'Institut du monde arabe à Paris. Suivez-moi, mettons le cap sur Marseille à présent, une destination prise d'assaut cet été par les bateaux de croisière. La cité phocéenne a même battu un record en août. Durant une journée, pas moins de 7 paquebots ont investi simultanément le port de la ville. Il faut dire que le secteur des croisières ne connaît pas la crise et le marché est en plein boom. Si bien que les grandes villes européennes disposant d'un port se livrent une bataille sans merci pour attirer cette manne financière. Enquête menée entre Barcelone, Marseille et Rome. Des bateaux toujours plus grands qui séduisent de plus en plus de touristes. Le marché de la croisière bat chaque année des records. Alors les villes font tout pour attirer ces géants des mers et leurs milliers de passagers, comme Marina et Boris Radman. À peine descendu du Preciosa, ce couple d'Australiens n'a qu'un seul objectif, trouver la rue commerçante.
Ils n'ont que quelques heures pour faire leurs achats avant de remonter à bord. Au programme, petite pause sucrée, mais surtout nombreuses boutiques. Super, j'ai pu trouver un joli foulard, comme vous pouvez le voir. À chaque stop que l'on fait jusqu'à présent, on a acheté quelque chose. Moi, peut-être plus que mon mari. Des clients dépensiers qu'il faut savoir attirer. Barcelone, Rome, Marseille. Nous sommes allés dans 3 ports pour savoir comment ils s'y prennent. Barcelone, c'est le premier port pour les bateaux de croisière. Pour visiter la Sagrada Familia, le stade du Barça ou les plages, près de 2,5 millions de personnes sont venues par paquebot l'an dernier. Ce jour-là, plusieurs géants des mers dans le port. Barcelone leur fait la cour depuis plus de 20 ans. Avec les Jeux Olympiques, à Barcelone, le port de Barcelone a accueilli 15 bateaux croisières comme hôtel flottant. Et ça nous a donné l'opportunité de connaître les nécessités des compagnies des croisières et commencer à évoluer avec l'industrie. Barcelone est une ville bien desservie et bien organisée. Terminaux d'embarquement géants, parking avec bus et taxis, de quoi relier en quelques minutes le centre-ville. Le port est tout près des principales attractions touristiques, mais aussi à une trentaine de minutes en voiture de l'aéroport international. Ces Américains sont arrivés il y a quelques heures de New York par avion. Ils ne vont pas tarder à embarquer pour une semaine de croisière. C'était un vol direct, 6 heures, pas vraiment très long, c'était vraiment très simple. Le point fort de Barcelone, c'est qu'il sert souvent de tête de ligne, là où les passagers embarquent et débarquent pour une seule et même croisière. Le port perçoit donc plus de taxes et facture aussi le traitement des bagages. Ici, un passager rapporte en moyenne 13 € contre 3 € pour une simple ville escale. Une fois débarqués, les croisiéristes vont consommer. Au programme pour cette famille suisse, shopping. Chez nous, il n'y a pas à ce prix-là. Donc on aime bien. On profite. C'est la même chose pour les chaussures. Chaque année à Barcelone, les passagers des paquebots dépensent dans la ville près de 300 millions d'euros. Une manne que les grandes villes se disputent, comme Rome. Pour visiter la ville éternelle, beaucoup arrivent aujourd'hui en bateau. Le port le plus proche est très loin du centre, à 80 km du Colisée. Pour rejoindre les principaux monuments, des minibus acheminent les croisiéristes gratuitement. Ce couple de Français a passé la journée en ville. Une heure pour aller à Rome, au centre Rome, en minibus. Ça nous fait découvrir une ville pour laquelle après on a envie de revenir et puis de passer plus de temps. Ce jour-là, le port de Rome accueille 5 paquebots en même temps. Et c'est souvent 2 fois plus. Dans cette course aux croisiéristes, Marseille tente de tirer son épingle du jeu. Le port français a longtemps souffert d'une mauvaise réputation, infrastructure inadaptée, grève des dockers. Aujourd'hui, le principal problème, c'est l'entrée du port, trop petite pour accueillir les mastodontes en cas de mauvais temps. Des travaux vont bientôt commencer. Il y a peu de place sur les... Vous voyez, il est en train de faire un grand virage. Donc il faut à tout prix qu'on rabote cette passe de 50 mètres. On va l'élargir de 50 mètres. C'est cette digue qui va bientôt être réduite. Montant des investissements, 35 millions d'euros. Nous avons un gros travail de promotion à faire pour que, aux États-Unis, partout, tout le monde sache que Marseille est rentré dans le top 5 européen, top 5 méditerranéen. Pour gravir encore quelques marches sur le podium, il va falloir que la région se mobilise aussi, avec des liaisons aériennes directes. Un nouveau défi pour devenir le point de départ des croisières en Méditerranée. Ces images pour prolonger un peu les vacances, des vacances qui sont déjà loin pour certains. Un célèbre site internet de comparateurs d'hôtels a d'ailleurs effectué une étude pour connaître les noms des villes les plus recherchées lors de cette saison estivale. Eh bien, sur la première marche du podium figure une ville méditerranéenne, Barcelone. L'occasion pour nous de vous emmener un peu plus loin, toujours au bord de la Méditerranée, dans un petit pays des Balkans encore peu connu et qui mise tout sur le tourisme, le Monténégro. Le nouvel Eldorado touristique, c'est un reportage de Laurent Desbonnets et Chloé Cormeret. Le Monténégro. Pour beaucoup de ces vacanciers venus de toute l'Europe, le pays est une découverte. Regardez le contraste entre la montagne et la mer.
C'est un paysage magnifique. Je viens de Suède et en Suède on n'a pas beaucoup de soleil, donc je suis venu ici. Cette plage, je la trouve magnifique, c'est parfait, j'adore. Des plages de rêve, longtemps restées désertes. Ancienne province yougoslave, le Monténégro est devenu indépendant il y a moins de 10 ans. Un petit pays qui depuis mise tout sur le tourisme. 1,5 million de visiteurs l'an dernier, soit plus du double de la population. Parmi ceux qui en profitent, Alex Ristivovic. Il était sans emploi à quelques centaines de kilomètres d'ici. Depuis 8 ans, il travaille tous les étés sur la côte. Il y a plein de touristes et ils veulent tous faire des activités. C'est bien. Pour moi, c'est bien. Au Monténégro, un tiers des emplois dépend désormais du tourisme. Et le phénomène s'accélère. Depuis cet été, des piscines discothèques comme celle-ci sont apparues en bord de mer pour attirer les jeunes Européens. Des touristes attirés par le soleil, mais aussi par des prix bon marché. À partir de 40 € pour une nuit dans un 3 étoiles. Un repas complet pour environ 10 €, 30 à 40% moins cher qu'en Espagne ou en Italie. Résultat, certains sites comme celui-ci battent des records de fréquentation. L'ancienne cité médiévale de Budva est longtemps restée un village peuplé seulement de quelques centaines d'habitants. C'est aujourd'hui le site touristique le plus fréquenté du Monténégro, avec chaque année plus de 600 000 visiteurs. Des touristes qui arpentent les ruelles étroites et les fortifications de la vieille ville. Mais tout autour, le site ressemble plutôt à un gigantesque chantier. Des dizaines d'immeubles en construction sur la côte. Et parmi ces promoteurs, de nombreux Français. Donc ici, vous pouvez voir la résidence dans son ensemble, avec la piscine devant. Persuadé du potentiel du pays, Karine Hitchcock fait construire ici une résidence de 12 appartements. Ce jour-là, elle fait la visite à une acheteuse potentielle. Un petit peu au pont des bateaux. Des appartements de 95 mètres carrés qui seront achevés à la fin de l'année. Tout confort, avec une vue à couper le souffle. Et un prix jusqu'à 50% moins élevé que sur la Côte d'Azur. Ici, il faut compter autour de 250 000 €, c'est autour de 2 000 € le mètre carré. Voilà. Et ça se vend plutôt bien ? Oui, ça va, on est content pour l'instant. J'en ai 6 de vendus, peut-être un autre bientôt. Il y a encore quelques mois, cette cliente n'aurait jamais imaginé acheter ici. Elle le reconnaît, elle ne savait même pas placer le Monténégro sur une carte. Il y a quelques années, ça m'a toujours fait un peu rêver, j'imaginais ça en Amérique du Sud. C'est quand même incroyable, alors qu'à 2 heures, on se retrouve dans un univers complètement enchanteur, avec des chemins de randonnée. Un pays encore méconnu, mais peut-être plus pour très longtemps. Après les Russes et les Serbes, les touristes français sont déjà les plus nombreux à visiter le Monténégro. Une belle image qui en entraîne d'autres plus douloureuses. Refermons ce magazine avec ces photos immortalisant des réfugiés signés de différents photoreporters. Leur travail était à l'honneur dans le cadre du 27e Festival international de photojournalisme Visa pour l'image, organisé à Perpignan. L'un d'eux, Bulen Kilic, photographe de l'agence France Presse, a reçu le Visa d'or catégorie News pour son travail sur le passage de migrants à la frontière turco-syrienne. Des images dont la valeur dépasse de loin tous les discours. Merci pour votre fidélité. Très belle semaine.